Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Donc troisième épisode de notre étude de la carrière de Bobby Fischer. On va s'intéresser aux années 60, période pendant laquelle Fischer va évidemment faire partie des tout meilleurs joueurs du monde. C'est un joueur de tout premier plan qui gagne énormément de tournois, énormément de parties, mais qui n'est pas encore le meilleur joueur du monde. En tout cas, c'est pas pendant cette décennie-là qu'il sera sacré. Et Romu, on commence avec une partie jouée pendant les Olympiades. On avait vu une partie des Olympiades 1960 dans la vidéo précédente. Et là, c'est en 1962, face à un très grand joueur aussi, Miguel Najdorf, à l'occasion d'un match entre les États-Unis et l'Argentine, le pays d'accueil de Najdorf, qui était polonais d'origine, si je ne dis pas de bêtises. Donc Fischer a les blancs. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette position ? Que je préférerais avoir les blancs. Donc Najdorf, sans grande surprise, a joué la Najdorf. Et on peut d'ores et déjà dire que l'ouverture ne s'est pas très très bien passée pour lui. Et Fischer, comme à son habitude, a pointé du doigt les inexactitudes de l'ordre de coups choisi, notamment dans l'ouverture par Najdorf. Et là, on voit une situation assez dramatique pour le roi noir, notamment, qui est coincé au centre, en E8. Il fait face à la tour en E1 qui est en face de lui, donc. La dame en A4 qui est également qu'il a dans son viseur. Le fou en C4. Alors, certes, sa diagonale est pour le moment obstruée par le pion D5, mais le fou est évidemment le fou qui est cher à Fischer posté aux avant-postes. Et le cavalier D4 est prêt à bondir sur les cases C6, F5, voire E6. Et le fou C1 est encore dans les starting blocks, mais il pourra éventuellement rallier l'attaque très vite. Donc là, on comprend bien que l'avance de développement, alors il y a certes un pion de plus pour les noirs, mais on comprend bien que dans une telle situation, le pion n'a aucune valeur. Les blancs sont nettement en avance au niveau du développement. Le roi noir est coincé au centre. Donc les pièces blanches sont plutôt bien mobilisées pour attaquer. Donc là, il faut ouvrir à tout prix. Donc comme souvent dans ce genre de situation, pour ouvrir, on utilise soit une percée de pion, soit un sacrifice. Là, les percées de pion ne sont forcément pas à l'ordre du jour, évidemment, puisque seul le pion F pourrait avancer, mais on ne voit pas trop comment ça pourrait aider les blancs à attaquer. Mais en revanche, il y a un sacrifice qui plane au-dessus de la tête des noirs, c'est le tour prend E4, qui élimine la fierté de la position noire, le fou E4, et qui évidemment va mettre en lumière la faiblesse des cases blanches, puisqu'on voit notamment les pions en E5 et F6 qui donc affaiblissent dramatiquement la case F5 notamment, et en cas de D prend E4 qui a été choisi par Najdorf, le fou C4 se réveille et va donc pouvoir taper sur le pion F7. Donc là, sans grande surprise. Sur tour prend E4, peut-être il faudrait dire sur D prend C4. Si au lieu de prendre la tour, les noirs avaient pris le fou. Là, évidemment, cavalier F5 suivrait. Et là, il n'y a pas besoin d'être Fischer pour comprendre que cette position est juste horrible pour les noirs. Le cavalier est juste merveilleux en F5. La dame A4, la tour E4, le fou qui va débouler. On ne voit pas trop comment les noirs vont résister dans cette position. La position blanche se joue vraiment toute seule. Oui, on comprend que Najdorf choisisse, quitte à être mal, d'avoir du matériel d'avance. C'est quand même pas en pratique la plus mauvaise des idées. Donc suite à l'élimination de ce fou de case blanche, bien entendu, Fischer s'installe sur F5 puisque les cases blanches sont devenues vulnérables comme tu l'as précisé. Et ici, on comprend bien que Najdorf n'est pas très à l'aise avec son roi au centre et surtout aucun moyen de lutter pour le contrôle des cases blanches. Donc Fischer a bien saisi l'opportunité. Najdorf essaie de se développer tant bien que mal avec fou C5. Et maintenant, le jeu concret, cavalier G7 échec. Alors, qui peut surprendre, car après roi E7, Fischer a décidé de revenir sur F5 et le roi est revenu sur E8. Alors, est-ce qu'il est en train de proposer nul à son adversaire, Romu ? Non, bien évidemment que non. La seule idée, ou en tout cas l'idée principale, c'est d'empêcher les noirs d'avoir la possibilité de roquer. Voilà. Ce qui est quand même très important quand on attaque.
Et une des chances de réussite de l'attaque des Blancs, c'est bien évidemment que le roi noir est coincé en E8. S'il pouvait roquer, ce serait peut-être plus difficile de toucher le roi. Ouais, c'est-à-dire qu'ici, le roc est autorisé, mais suite à la répétition de coups, évidemment, le roi ayant déjà bougé, on ne pourra plus roquer. Donc ce n'est pas la même position. On croit que c'est la même position, mais ce n'est pas la même position. Donc on a déjà immobilisé le roi au centre, et maintenant on va achever le développement avec le coup fou E3, qui me fait penser, bien que ce soit pas du tout la même position, qui me fait penser au coup de tour D1 qu'il avait joué contre Max Euwe dans une position qu'on a analysée dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'il se développe tout en éliminant l'une des rares pièces développées de l'adversaire, donc c'est une technique que l'on a déjà croisée. Fou prend E3 a été choisi, et Fischer reprend du pion, il conserve évidemment son cavalier sur une case préférentielle pour viser D6, G7, E7, tout ce que vous voulez. Ça ouvre aussi la colonne F, et évidemment on ne va pas battre en retraite. Najdorf a joué Dame B6 pour couvrir la case D6, et maintenant tour D1, qui permet de mobiliser la dernière pièce, d'attaquer le cavalier D7, et pourquoi pas de soutenir une invasion de la case D6, que ce soit par la tour ou par le cavalier. Bon, ici on comprend bien que c'est trop difficile pour les noirs, hein, Rome. Ouais, les carottes semblent très cuites. Et donc là, les blancs ont mobilisé toute leur armée et les noirs font face à une avalanche de menaces. Donc là, le pauvre Najdorf a joué tour A7. Il va au plus pressé, à savoir défendre le cavalier D7. Et là, Fischer, avec sa précision légendaire, joue tour D6. Donc on voit que chaque coup blanc est une menace, ce qui est très important. Il a l'initiative et il maintient la tête des noirs sous l'eau. Et donc avec tour D6, il attaque la dame. Najdorf a ramené la dame sur D8, parce qu'il y a le pion F6 aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi l'autre menace. On menacé tour prend F6 pour profiter du clouage du cavalier D7. Ouais, et puis là on sent que si F6 tombe, F7 va être rapidement mal en point aussi. Et si Najdorf avait essayé de mourir le ventre plein, on va dire, avec Dame prend B2, Fischer avait prévu de jouer Fou prend F7 et d'obtenir finalement un tandem Dame-Cavalier absolument dévastateur. Par exemple, après Roi prend F7, Tour prend D7, en échange en D7, Roi G6, et on va pouvoir faire mat grâce à Dame G7, Roi prend F5, et Dame G4, échec et mat. Un joli réseau de maths. Ouais. Bon, ce qu'on peut souligner, puisqu'on parle du style de Fischer, c'est sa précision dans le calcul, hein, comme souvent. C'était pas forcément quelqu'un obsédé par l'attaque, mais il saisissait les opportunités lorsqu'elles se présentaient, et il le faisait avec énormément de précision dans le calcul. Et il était aussi bien capable de calculer en attaque qu'en défense, parce que pour l'instant on n'a pas encore analysé de partie avec les noirs, notamment sur la Najdorf, mais il a défendu des positions absolument incroyables avec une précision qui dégoûtait ses adversaires en fait. Hein. Donc une grande capacité de calcul avec précision. Donc après Dame D8, Dame B3 permet de renforcer l'attaque vers F7. On comprend bien que le cavalier D7 avait été particulièrement bien soutenu par Najdorf. Donc on change de cible et on vient attaquer ce pion F7 que Najdorf a décidé d'abandonner. Alors, en jouant Dame C7. S'il avait joué Tour F8, ce qui avait été préparé par Fischer, c'était cavalier G7 échec, Roi E7 et le petit coup avec de grands effets, Dame A3. On menace notamment le mat par tour E6 et le roi noir est un petit peu livré à lui-même. Il est tenu bien au chaud par les pièces blanches et pas assez par les pièces noires, donc c'est terminé pour lui. Najdorf a donc choisi Dame C7, et après Fou prend F7 échec, Roi D8, et maintenant Fou E6. Najdorf s'est dit que bon, ça suffisait pour ce jour-là, qu'il en avait assez vu, et que la boucherie pouvait prendre fin. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu vous montrer ce fragment de partie ? Tout simplement parce que Fischer, dans cette période des années 60, a été, j'allais dire, un tueur de patates. C'est pas très gentil pour Najdorf, qui était un des meilleurs joueurs du monde, mais si l'occasion se présentait, il était vraiment... Fischer, c'était une arme de destruction massive, quoi. Il laissait passer aucune opportunité, et s'il fallait faire preuve de violence avec des sacrifices et du calcul, il était très très capable de le faire, et
et de façon impressionnante. Comme on le verra dans la prochaine vidéo, c'était aussi un très grand technicien. Lorsqu'il a entamé sa route pour le championnat du monde avec les tournois des candidats, les matchs des candidats et ainsi de suite, il a gagné beaucoup de finales très techniques, mais dans les tournois pas de moindre importance, mais en tout cas dans lesquels il avait une moindre opposition, il faisait preuve d'un jeu très très direct, et c'était, je répète, c'était vraiment un tueur de patates, sans manquer de respect à Najdorf. Donc Romu, pour la prochaine partie... Une autre patate. Une autre patate. Une autre patate. Cette fois-ci, c'est le championnat des États-Unis, pendant lequel Fischer a tout simplement fait 11 sur 11. Voilà, il n'y avait que des patates, donc il les a écrasées les unes après les autres. Et là, c'est une partie extrêmement célèbre. On vous a déjà présenté une partie contre un autre membre de la famille Byrne. C'était Donald en 56, la fameuse partie du siècle jouée lorsqu'il avait 13 ans. Alors, je ne sais pas s'il avait un contentieux avec la famille, mais en tout cas, son frère a subi les mêmes foudres quelques années plus tard. Et donc là, on voit que Fischer, elle est noire, et Byrne, certainement, alors peut-être c'était son style habituel, mais en tout cas, on voit que dans cette partie, il a pris à peu près 0 risque dans l'ouverture. Il a joué un truc assez béton, symétrique, pour faire face à la défense Grunfeld de Fischer. On voit que les Blancs ont choisi un développement vraiment très, très solide, et Fischer... on pourrait s'attendre à ce que la partie suive un déroulement tranquille, paisible, et se termine certainement par le partage du point. Parce qu'on plaisante avec Laurent en parlant de patates, mais on parle quand même des meilleurs joueurs américains de l'époque. C'était quand même vraiment des bons joueurs. Et là, pour battre un aussi bon joueur avec les Noirs, il va falloir vraiment faire quelque chose d'assez incroyable. Et Fischer, fidèle à son style qui est, on l'a dit, très déterminé et qui cherche à gagner avec n'importe quelle couleur contre n'importe quel adversaire, n'hésite pas à jouer le coup E5 dans cette position, qui peut sembler très risqué, voire peut-être même mauvais pour certains, puisqu'on se dit, après D' E5, cavalier prend E5, les Noirs s'infligent volontairement un pion isolé, qui est quand même attaqué 3 fois par la dame, le cavalier et le fou, alors qu'il n'est défendu que 2 fois par le cavalier et la dame. Donc on pourrait se dire, ok, c'est bien beau, il veut gagner, mais en même temps, peut-être qu'est-ce qu'il n'en fait pas trop, et il force peut-être un peu trop les événements, et il accepte de jouer une position inférieure. Alors, bien évidemment, vous comprenez bien que Fischer a mesuré les dangers éventuels que révèle cette position, et il a misé sur le dynamisme de ses pièces. On voit le fou A6 et le cavalier E5 qui collaborent parfaitement, notamment avec un œil sur la case D3 que le cavalier pourra rallier très vite. La tour en E8 est très bien placée. Le fou G7 s'est réveillé aussi puisqu'on a fait disparaître le pion D4. La tour en E8 est bien mobilisée. La tour A8 va très certainement arriver très vite en jeu aussi. Donc on voit que par le coup E5, oui, la structure de pion est affaiblie chez les Noirs, mais toutes les pièces se réveillent et vont pouvoir travailler ensemble. Et là, notre ami Robert Byrne a joué, alors c'est facile quand on connaît la fin du film, joué une erreur, en tout cas une imprécision. Il a joué tour FD1. Et quand on connaît la fin de la partie, c'est facile de dire que c'est la mauvaise tour qu'il a choisi de mettre en D1, parce que bien évidemment, la case D1, c'est normal de l'utiliser pour placer une tour dessus et taper sur le pion isolé, mais il était plus avisé de jouer tour AD1. Ouais. Ce qui n'est pas intuitif. Pourquoi c'est pas intuitif ? Parce que lorsqu'il y a un fou qui regarde votre tour dans les yeux, vous avez plutôt envie de l'enlever et de ne pas rester en face de ce fou. Et d'autre part, en jouant tour F, D1, sans doute, Byrne avait-il prévu de placer l'autre tour en C1, et quoi de plus naturel que d'avoir 2 tours sur 2 colonnes ouvertes ou semi-ouvertes. Donc, à ce moment-là, c'était quand même très difficile de prévoir ce qui allait se passer pour
pour les blancs. Et en plus, comme avec les blancs, comme tu l'as dit, il avait choisi quelque chose de particulièrement tranquille et sans risque, visiblement dans l'espoir de faire une nulle sans histoire. Sans doute a-t-il voulu jouer les coups les plus simples au début, voilà, sans provoquer la moindre complication. En tout cas, c'était son espoir, mais comme on va le voir, c'était raté. Mais en tout cas, voilà, quand on comprend l'état d'esprit dans lequel les blancs ont commencé cette partie, on peut saisir pourquoi il a joué tour FD1. Donc s'il avait choisi tour AD1, qui était donc une meilleure idée, Fischer dans son livre a parlé du coup cavalier E4 comme étant une réfutation, mais depuis pas mal d'analystes ont prouvé que ce n'était pas vrai. Sans doute après tour AD1, fallait-il jouer dame C8, un petit coup pour s'enlever de la colonne D, qui est quand même attaquée par l'adversaire, et on va devoir sacrifier ce pion D5. De toute façon, les noirs, lorsqu'ils ont joué E5, ont bien compris que D5 allait tomber un jour, et ce qu'il faut faire, c'est miser sur la grande activité des pièces noires. Donc tu nous as déjà parlé des deux fous qui s'actionnent là comme des sabres laser, qui attaquent beaucoup de choses. On a aussi la tour D8 qui exerce un clouage sur le fou D5, le cavalier qui est à portée de tir de certaines cases très intéressantes. Bref, les noirs misent sur leur activité. J'ai oublié de dire aussi que la dame C8 pouvait se joindre à la case H3 par exemple. Et cette activité des pièces noires devrait pouvoir compenser le pion. Voilà, il faudrait analyser un long moment pour pouvoir dire si ça se confirme ou pas, mais l'impression générale, c'est que les noirs sont suffisamment actifs pour compenser le pion sacrifié sur la case D5. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est le pourquoi tour FD1 n'est pas un bon coup. Parce que c'est, bon, comme tu dis, quand on connaît la partie c'est facile, mais quand on n'a jamais vu la partie, on se dit, bon, pourquoi tour FD1 serait-il mauvais? Alors l'inconvénient, c'est que le pion F2 se retrouve moins défendu. Alors pour le moment, ça saute pas vraiment aux yeux et on comprend pas trop pourquoi c'est important. Et on va vite en avoir l'aperçu avec le prochain coup des noirs, pardon, qui est cavalier D3. Bon, ça c'était à l'agenda, hein. On avait prévu d'investir cette case, mais on comprend toujours pas pourquoi c'est si grave que ça pour les blancs. Effectivement. Donc là, Beer ne comprend pas trop ce que le cavalier vient faire ici. Il joue le coup de dame C2 avec l'idée de faire tour prend D3 et de dire ok, pourquoi tu es venu sur D3 il y a aucune cible et je menace j'attaque ton cavalier, donc tu vas repartir d'où tu viens. Bien évidemment, Fischer avait vu un peu plus loin et joue l'incroyable cavalier prend F2. Alors, qui est déjà incroyable par lui-même, mais qui est surtout incroyable par le coup qui va suivre au 18e. Pour l'instant, on est au 15e, et beaucoup de gens ont souligné finalement que cavalier prend F2, ça pouvait nous venir à l'esprit, mais c'est vraiment le coup qui va suivre bientôt qui est absolument génial, parce que bien sûr, Fischer l'avait anticipé. Donc cavalier prend F2, ça met le doigt là où ça fait mal, tu nous as dit, la tour F1 a quitté son poste défensif, donc on attire le roi sur F2, afin de jouer cavalier G4 échec, on a aspiré le roi, il va devoir repartir, et ça nous permet maintenant de jouer cavalier prend E3, qui semble faire une fourchette intéressante entre la dame C2 et la tour D1. Donc, dame D2, et on arrive au coup génial. Comme d'habitude, les coups géniaux, c'est pour toi. C'est gentil. Merci, Laurent. Ici, certainement que Byrne avait compté que sur cavalier prend D1, et après tour prend D1, avoir un petit avantage, parce que il y a deux pièces pour la tour, le pion D5 est faible, bon, il y a certes deux pions pour l'instant de plus pour les noirs, mais le pion D5 a toutes les chances de tomber, et quand même la collaboration entre les quatre pièces mineures blanches risque de prévaloir, et certainement que le jeu des noirs va être pas évident dans cette position. Mais Fischer n'est pas du tout intéressé par le matériel, et lui, ce qu'il souhaite faire, et c'est là tout le génie, parce qu'il a anticipé ça bien évidemment lorsque au 15e coup il a sacrifié en F2, c'est qu'il veut affaiblir la position du roi blanc. Il a enlevé le pion F2, et maintenant il va supprimer le fou G2 qui est le seul défenseur du roi. Et donc après cavalier prend G2, roi prend G2, maintenant l'important c'est pas ce qui a disparu, mais c'est ce qui reste sur l'échiquier. Et on voit que le roi est complètement esselé, il n'y a plus de pièces autour de lui,
Les cases blanches sont très très faibles, et les noirs ont évidemment le fou A6 qui se frotte les mains et qui est prêt à prendre le contrôle de la grande diagonale. La grande diagonale qui pour l'instant est obstruée par le pion de D5, mais évidemment, je pense que tout le monde a trouvé le prochain coup des noirs qui est D4, qui ouvre la grande diagonale et qui va permettre donc au fou B7 d'entrer en jeu. Là, les blancs n'ont pas vraiment trop de choix, ils sont plus ou moins obligés de capturer le pion, et maintenant fou B7. Et là, il y a un choix cornélien qui se présente au blanc. Bon, alors, tous les coups sont mauvais, mais... oui, c'est ça, c'est pas si cornélien, parce que quand tout est mauvais, ouais, il suffit de choisir la façon de perdre. Encore une fois, bon, nous on connaît la fin, donc forcément, forcément c'est plus facile. Mais le pauvre Byrne, a essayé de trouver le moins mauvais. Dans la partie, il a joué roi F1. Le coup sur roi G1, qui est un coup complètement normal évidemment. Là, il y aurait une très très jolie combinaison qui commence par fou prend D4, dame prend D4. Et là, on voit que donc la dame D4 est défendue par la tour D1, donc le petit thème tactique assez classique, tour E1 échec. Donc bien sûr, tour prend 1 n'est pas possible puisque la dame se retrouverait donc en l'air, comme je viens de le dire. Et sur roi F2, on fait tout simplement dame prend D4, tour prend D4 et tour prend 1 avec un avantage matériel complètement gagnant. Ouais, c'est quand même complètement fou de se dire que depuis cavalier prend D3, les blancs n'ont plus aucun choix, quoi, finalement. Les noirs ont complètement téléguidé les réponses adverses. Donc Byrne a vu ça, il s'est dit je peux pas aller sur G1 parce qu'il y a des problèmes à cause de fou prend D4. Il a préféré venir sur F1, mais comme tu l'as précisé tout à l'heure, les noirs ont un fou de case blanche alors que les blancs n'en ont pas, et les cases blanches sont faibles. Donc il est très naturel que Fischer ici choisisse le coup dame D7. La dame quitte les cases noires pour les cases blanches, et elle va notamment viser la case H3. Après quoi, son alliance avec le fou B7 va faire mouche, hein, parce que c'est quasi impossible de se défendre. Par exemple, si dans cette position, les blancs avaient choisi cavalier DB5 pour proposer l'échange des dames, bien entendu, on va refuser, dame H3 échec, roi G1. Et ici, un coup qui souligne le contrôle absolu de tout l'échiquier pour les noirs. Ils peuvent même se permettre de jouer fou H6 avec la protection de la dame qui ne fait pas que travailler sur les cases blanches. Non seulement on attaque la dame adverse, mais en plus on se dirige vers la case E3 et on voit que le roi est totalement esselé, toutes les lignes sont ouvertes, toutes les diagonales, tout ce que vous voulez, les colonnes, les rangées, et on se fait déborder. Bon, Byrne a préféré perdre autrement, il a joué dame F2. Non, il a abandonné sur dame D7. Ah pardon, je croyais qu'il avait continué. Il a abandonné. Donc s'il avait choisi dame F2, merci de m'avoir corrigé, dame H3 échec, roi G1, et ici il y avait encore un très joli coup tactique, qui est le coup tour E1, qui va créer un court-circuit absolument génial. La dame évidemment ne peut pas prendre parce qu'elle avait pour mission de défendre la case G2, et si c'est la tour qui prend, eh bien elle quitte sa mission défensive du cavalier D4, et donc après fou prend D4, la dame est en surcharge, elle doit défendre G2, défendre D4, ne pas se faire prendre. Bref, ça fait beaucoup trop de choses. Ce fragment, il est quand même incroyable. Alors, je suis désolé, mais je me sens obligé de remontrer comment ça s'est passé, peut-être en vitesse réelle, on va dire. Mais à partir de cavalier D3, les blancs, et surtout après dame C2, les blancs n'ont plus jamais eu le choix, c'est-à-dire que chaque coup est un coup de boutoir, hein. Un sacrifice en F2, on n'a pas le choix, on est échec, on se fait attaquer la dame, cavalier prend G2, bon, on en rêve la nuit de pouvoir jouer de tels coups, on attire le roi sur les cases blanches, D4, nouveau coup de boutoir. Si on n'avait pas eu envie d'accepter le pion D4, de toute façon le cavalier C3 était attaqué, donc il faut l'accepter, on est échec, et finalement le seul moment de répit c'est après dame D7, mais de toute façon quoi qu'on fasse on va se faire mater. C'est juste génial, ça montre à la fois la compréhension de Fischer qui a eu l'idée sur tour FD1, mine de rien, d'aller calculer cavalier D3, qui pour un grand maître ne doit pas être un coup très naturel. Pourquoi ? Parce que sur cavalier D3, on comprend que le cavalier est instable et qu'après dame C2, il va devoir battre en retraite. Donc on peut penser à cavalier D3, mais c'est très facile de s'arrêter là et de se dire ah non, ça peut pas marcher. Mais tout le génie de Fischer, c'est de se dire tour FD1,
c'est trop suspect pour être bon, donc je vais poursuivre mon calcul et je vais trouver cavalier prend F2. Bon voilà, vous aurez compris, moi je suis absolument fan de cette partie et j'espère que vous allez le devenir aussi. Bon Romy, Oui. un autre fragment spectaculaire. Allez. La coupe Piatigorsky. Alors dis-nous un petit peu ce que c'était que cette coupe. C'était un tournoi sur invitation, joué à Santa Monica. Et il y avait la plupart des meilleurs joueurs du monde qui y participaient. Et le tournoi était très long, il y avait 18 rondes. Fischer a très mal commencé le tournoi, puisque dans la première moitié, il a marqué seulement 3,5 points sur 9. Donc un début de tournoi très décevant et pour un joueur qu'on attendait évidemment bien plus haut. Mais c'est là qu'on voit la force de caractère de Fischer, qui est capable de marquer contre tout le monde, avec, comme on l'a dit, avec les blancs et avec les noirs. Et bien qu'il ait mal commencé, il a fait un comeback assez incroyable dans la deuxième moitié du tournoi pour finir à 11 sur 18. Donc, ce qui veut dire qu'il a marqué 7,5 sur 9, si je ne me trompe pas. Ce qui est quand même assez phénoménal quand on voit qu'il a joué contre les meilleurs joueurs du monde. Et il a fini deuxième du tournoi, donc après ce comeback assez phénoménal. Donc là, c'est la ronde de 11, jouée contre le grand maître hongrois Lajos Portisch. C'est une défense Nimzovic. Et ici, c'est un coup extrêmement connu, évidemment, mais un coup assez incroyable que Fischer a trouvé. La dame 4 attaque la tour A8. Donc, on a l'impression que ça s'est pas très très bien passé pour les blancs, ou en tout cas pour les noirs, pardon. En tout cas, ils vont devoir y faire face. Peut-être jouer le cavalier pour défendre la tour, mais on sent que la position a l'air pas très très bonne pour les noirs s'ils jouent de cette manière-là. Mais évidemment, Fischer avait trouvé l'antidote et a joué l'incroyable dame D7. Donc, on lui attaque une tour, il ne la défend pas. Non, c'est ça. Donc, quelle est l'idée de dame D7 ? L'idée, c'est qu'il laisse volontairement la tour A8 en prise, et si la tour est capturée, ce qu'on va voir dans la partie, évidemment alors, il n'a pas prise tout de suite, mais c'est le même thème, il y aura cavalier C6. Pour enfermer la dame, qui va se faire prendre par la tour A8. Mais là, on se dit... Fischer a déjà donné une tour sur A8, il en offre ensuite une autre sur F8. Est-ce que les deux tours blanches ne vont pas être supérieures à la dame ? Donc on comprend que c'est une question de stratégie et de compréhension de l'activité des pièces ça va pas être de la tactique, en tout cas pas dans l'immédiat. Non. Donc qu'est-ce qui l'incite à donner deux tours pour la dame ? Alors, en fait, déjà, les tours sont efficaces sur les colonnes ouvertes. Or là, il n'y a pas vraiment de colonnes qui sont très intéressantes pour les tours blanches. Donc ça, déjà, la valeur des tours est relativement amoindrie à cause de cela. Et ensuite, il y a le pion C4 qui peut être une cible privilégiée. Ça, c'est assez classique dans la défense Nimzovic, puisque les pions C3 et C4 sont doublés. Et le pion C4 est déjà dans le viseur du fou A6. Et on peut imaginer le cavalier B8 venir sur C6 puis A5 et taper sur ce pion. Et on voit qu'il n'y a pas de pièce pour défendre le pion C4. Il n'y a que le fou F1. La dame aurait pu être un défenseur, mais si elle change contre les deux tours, ce n'est pas les deux tours en A1 et H1 qui vont défendre le pion C4. Et l'autre truc, c'est aussi le fou blanc qui n'est pas terrible non plus, le fou C1. Le fou C1, je vais y arriver, qui a bien du mal à trouver un rôle utile dans la position. Il est assez limité par les pions C3 et D4. Et donc, tout ça mis bout à bout fait que Fischer n'a absolument pas peur de donner les deux tours pour la dame, bien au contraire, puisque la dame va s'avérer être supérieure, puisque la tour en A1 et la tour en H1 ont bien du mal à participer au jeu et à trouver des colonnes utile pour s'exprimer. Oui, c'est ça. Comme souvent dans la défense Nimzovic, les blancs ont joué beaucoup de coups de pion, ont joué plusieurs fois les mêmes pièces, et donc ils accusent un certain retard de développement qui fait que leur tour
non seulement n'ont pas vraiment de colonne cible, mais en plus, pour l'instant, ont bien du mal à se connecter. Donc Portiche a été surpris par ce coup dame D7, il n'a pas forcément réagi de la meilleure des façons, il a décidé de jouer fou A3, puis de prendre la tour A8. Ce qui était probablement meilleur, c'était de refuser le cadeau empoisonné, et de jouer quelque chose comme fou D3. Alors, comme d'habitude, toujours plus facile à dire qu'à faire. Fou D3, F5 était prévu par Fischer, bien sûr pour empêcher le mat. Et maintenant, refuser le sacrifice, après quoi Fischer avait prévu cavalier C6. Et on voit que dame D7 n'était pas destiné qu'à tisser la toile pour enfermer la dame sur A8. La dame D7, non seulement va protéger E6, mais à terme, elle pourrait aussi se diriger vers la case A4. De façon générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le commun des mortels aurait ici défendu la tour par cavalier D7, ce qui était peut-être pas si ridicule que ça, mais ce qui dérangeait Fischer, c'était de placer son cavalier en D7, alors que, comme tu nous l'as dit, il serait bien mieux placé sur la case A5 pour viser cette cible thématique C4. Donc grâce à dame D7, finalement Fischer impose sa volonté. On lui dit non, tu ne joueras pas cavalier C6, et il dit si, je vais faire ce que je veux. Ok, donc après dame D7, on a dit que Portiche a choisi fou A3, il essaie de se développer un petit peu avant de... Voilà, il choisit aussi fou D3, avant de prendre la tour. Donc dame prend A8, cavalier C6, dame prend E8 et dame prend E8. Ok, et donc là c'est l'illustration de ce que tu nous as très bien expliqué, c'est-à-dire les tours blanches n'ont pas tellement de cibles dans l'immédiat, elles ne sont même pas encore connectées, alors que les pièces noires vont attaquer les quelques faiblesses, et notamment le pion en C4. Ouais, exactement. Non, mais je pense que c'est juste une question de jugement de la position. Fischer a mieux évalué la position que Portiche. Et la suite va évidemment le démontrer. Donc ici, Portiche a joué petit roc, cavalier A5. Donc ça, on a bien compris, c'était à l'heure du jour. Tour à E1 et fou prend C4. Alors peut-être dame A4 était meilleur, mais ok, fou prend C4 est déjà... humain. C'est déjà humain. Fou prend C4, cavalier prend C4. Et on voit la domination, ce qu'on disait exactement, le cavalier qui va dominer le fou A3 qui n'a aucune cible, bien qu'il soit sur une diagonale ouverte, mais sur cette diagonale, il n'y a aucune cible, et donc le cavalier C4 est vraiment dominateur. On menace au passage cavalier D2, donc fou C1 obligatoire. Et là, encore un coup assez, moi je trouve assez incroyable, il a joué C5 ici. Bon, c'est quand même courageux, je trouve, de jouer un coup comme C5. On pourrait s'attendre à un coup un peu plus conservateur comme roi F7, par exemple, qui me semblait plus humain. On défend le pion E6 pour libérer la dame, pour qu'elle puisse aller vaquer à d'autres occupations, notamment sur l'aile dame, sur la case A4. Et lui, il préfère jouer C5. Donc, ce qui te surprend finalement, c'est qu'il propose l'ouverture de colonne, alors que normalement, il devrait ne pas le faire. Donc à nouveau, c'est une histoire de compréhension. Donc quel est l'intérêt pour lui de provoquer cet échange ? En fait, évidemment, Portiche, je vais y arriver, je ne trouvais plus son nom, a joué D prend C5, ça semble obligatoire. Après, pion prend C5. En fait, il gagne un peu d'espace et c'est pas. En fait, on se rend compte que quand même, malgré l'ouverture des colonnes, les tours ont quand même du mal à s'exprimer. Regardez la tour F1, qui est pour l'instant bien coincée. Et oui, Fischer prend un peu plus d'espace. Il va évidemment améliorer sa dame. Et les blancs en fait n'ont pas de moyen d'améliorer leur position. Dans la partie, il a joué fou F4 pour essayer d'améliorer justement son fou. Mais comme on va le voir, il ne sera pas si génial. Un intérêt, je crois aussi de C5 quand même, c'est d'échanger un pion du centre contre un pion de l'aile, ce qui va nous permettre d'obtenir une majorité au centre et à l'aile roi. Donc, en présence du tandem dame et cavalier, on se dit qu'on aurait peut-être l'opportunité par la suite de pousser le pion E. Ça peut nous permettre de gagner un avant-poste pour un cavalier en D3 ou de transformer cette majorité en attaque vers l'aile roi. Comme j'ai déjà dit sur cette chaîne, je crois, notre regretté ami Xavier Parmentier avait l'habitude de dire majorité à l'aile roi, mat, alors que majorité à l'aile dame doit faire une promotion.
Donc probablement le coup C5 doit être compris comme ça aussi. On ouvre une colonne, mais qui, comme tu l'as dit, ne peut pas être exploitée, et par la même occasion, on s'offre à soi-même une majorité intéressante au niveau du centre. Donc, encore une fois, c'est la compréhension qui prime sur le reste, et cette partie est vraiment placée sous le signe de, non pas du calcul précis, comme c'était souvent le cas avec Fischer, mais de la compréhension réelle et sans croire aux fantômes finalement, ou sans se laisser impressionner par une impression. Ouais, donc là il joue fou F4 justement, F4, pour certainement contrôler la case de 5. Bon, H6, donc avec l'idée de jouer G5 et de s'en prendre à ce fou. Tour E2, donc il espère mobiliser ses tours, mais G5. Et là, fou E5. Donc, encore une fois, on peut essayer de critiquer le jeu blanc, mais c'est quand même un coup assez naturel. On vient de dire que les noirs ont une majorité de pions et évidemment rêvent de placer leur pion E6 en E5 et pourquoi pas en E4. Donc il n'y a rien de plus naturel que de bloquer cette avancée. Mais en même temps, le fou va servir de cible. Ouais, bon, encore une fois, on connaît la fin de la partie, donc voilà, mais on voit que ce fou est pas forcément très stable. Donc là, Fischer a joué Dame D8, donc avec l'idée de réactiver sa dame et de prendre possession de la colonne D. Tour Fe1, Roi F7, bon ça c'est un coup assez naturel, H3, et maintenant F4. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a des idées avec F3 parfois pour essayer d'endommager les parages du roi blanc. Il a joué roi H2. En même temps, ça domine le fou, enfin, ça l'enferme en plein milieu de l'échiquier. C'est un petit peu étonnant d'ailleurs comme situation. Ouais. Et là, A6. Donc là, c'est assez. Ça montre le souci du détail chez Fischer. Pourquoi il joue A6 ? Il le met sur une case blanche. Et il a peur que... Bon, peur, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il anticipe, lorsqu'il va bouger sa dame, que les blancs puissent jouer le coup fou B8 et attaquer le pion A7. Et donc, il joue A6. C'est vraiment pour montrer à son adversaire tout est sous contrôle et je vais pas te laisser sortir la tête de l'eau. Et c'est assez incroyable de jouer un coup comme A6 parce que je pense que... Il n'y a pas beaucoup de monde capable de jouer un tel coup, quoi. Oui, il sent le timing de la position aussi, c'est-à-dire que maintenant que tout est sous contrôle, justement, il peut se permettre d'être absolument maximaliste et de même pas lâcher le moindre petit détail de contre-jeu. Il sent bien qu'il a ficelé son adversaire et que maintenant il peut jouir de son avantage et laisser mijoter son adversaire finalement. Ouais. Donc la tour E4. Tour E4. On attaque la tour. Donc la Dame D5. Dame D5, bien évidemment. On centralise, on défend le cavalier et puis on peut viser à la fois le fou E5, la tour E4 et le pion A2. Bon, Portiche, on a eu un petit peu assez d'être spectateur. C'était quand même, je sais pas si on l'a dit, mais c'était vraiment un des tout meilleurs joueurs du monde et il était surnommé le petit Botvinnik ou le Botvinnik hongrois, je sais plus comment exactement, mais voilà, beaucoup de gens et beaucoup de spécialistes ont comparé son jeu à celui de Botvinnik. Ça prouve la valeur de ce joueur. Donc il en a eu assez d'attendre. Et il a tenté un petit peu de réveiller ses pièces avec le coup H4. Bon, il fallait faire quelque chose de toute façon. Et ici, la précision, toujours pareil, la précision tactique de Fischer lui fait voir tous les petits coups, toutes les petites combinaisons tactiques qui arrivent. On a déjà comparé Fischer à Capablanca, et ici ça va encore être le cas. Ouais, avec le coup cavalier E3. Donc on l'a dit tout à l'heure, en jouant Dame D5, il avait un œil sur la tour E4. Donc là, en jouant cavalier E3, il coupe la connexion entre les deux tours. Et donc, on pourrait s'interroger, ok, la tour E4 est attaquée, on pourrait se dire, que se passe-t-il sur F3 ? Donc l'idée d'F3, bien sûr, défendre la tour. L'inconvénient, c'est la faiblesse relative de la deuxième rangée, que l'on peut exploiter immédiatement par Dame D2. Menace subtilement mat et en plus attaque la tour. Donc tour G1 obligatoire. Et là, Dame F2. Et on voit que le pauvre roi est complètement coincé, on menace Dame prend H4 mat, et évidemment il n'y a aucune façon de s'en sortir, et c'est juste terminé immédiatement. Ouais, le tandem Dame Cavalier fait son travail, avec le roi qui finit par être faible.
Donc après cavalier E3, les blancs vont devoir céder du matériel, mais cette fois-ci, il y aura vraiment trop peu de compensation, donc la fin est relativement triviale pour un joueur de ce niveau-là. Après tour prend E3, pion prend E3, tour prend E3, dame prend A2. Ce qui intéresse Fischer, ce n'est pas de collectionner les pions, c'est plutôt d'obtenir un nouvel atout sous la forme d'un pion passé très éloigné. Et après quelques coups de consolation, Portiche a fini par s'arrêter. Tour F3, roi 8, fou G7, dame C4, H prend G5, H prend G5, un échec, tour A8, roi C6, et bien entendu, le pion A va faire mouche. Partie très très impressionnante en termes de compréhension, de justesse technique et tactique, c'est vraiment pas loin de la perfection. Portiche n'a pas fait vraiment beaucoup d'erreurs, il a simplement mal jugé une situation qui était pas si simple que ça, alors que son adversaire l'a fait à la perfection finalement. Oui, c'est ça, c'est juste la différence de compréhension entre les deux joueurs qui a prévalu, quoi. Donc vraiment une partie impressionnante. Ouais. Exactement. Alors on en vient à une autre partie impressionnante, jouée à l'interzonal de Sousse en 67. Alors cet interzonal, tu vas probablement nous en parler, il a été le théâtre d'événements quand même assez marquants sur le caractère de Fischer. Oui, donc il a joué de manière phénoménale. Il a marqué 8 points et demi sur 10. Donc résultat juste c'est pas si mal. Incroyable. Et il a arrêté le tournoi. Ah tiens donc. Il a arrêté le tournoi. Voilà, donc en fait, essentiellement, c'est quelqu'un qui était très exigeant au niveau des conditions de jeu. Il était vraiment très très exigeant. Il embêtait un peu les organisateurs en leur demandant pas mal de choses. Et aussi ses convictions religieuses. Il y était très attaché et durant l'interzonal, il a fait forfait pendant une partie. Il a tout simplement pas joué. Il a quitté Sousse où se passait le tournoi. Il est revenu. Il a continué. Il a rejoué le tournoi et ensuite, il a encore fait forfait une deuxième fois. Et donc les organisateurs ont dit OK, stop, et lui a arrêté de lui-même le tournoi et a stoppé donc à 8,5 sur 10. Et c'est pas n'importe quel tournoi, c'est le tournoi interzonal qui qualifie pour la suite du cycle du championnat du monde. Donc en abandonnant le tournoi, il abandonne tout espoir de devenir champion du monde. Voilà, c'est ça, c'était le cycle de 1969. Donc pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, les joueurs se qualifiaient d'abord à travers un zonal. Donc ce qu'on appelait le zonal, c'était un tournoi open pour les grands maîtres, on va le résumer comme ça. Les quelques premiers, en fonction de la force de la zone dans laquelle on jouait ce zonal, se qualifiaient pour un interzonal, et les meilleurs joueurs de cet interzonal se qualifiaient pour les matchs des candidats qui eux-mêmes allaient déboucher sur la finale du championnat du monde, donc qui s'est finalement déroulé en 69 entre Petrosian et Spassky. Mais oui, c'est vrai que c'est totalement incroyable. Alors quitter un tournoi, c'est déjà pas quelque chose qui est très bien vu dans le monde des échecs, mais alors quitter un tournoi qualificatif pour la suite du championnat du monde, alors qu'on est en tête avec 8,5 sur 10, et que le simple fait de se présenter et de perdre tous les matchs jusqu'à la fin nous qualifier quand même pour le championnat du monde, on se dit, passez-moi l'expression, qu'il faut quand même en avoir un sacré grain. Mais bon, c'est pas le seul épisode similaire dans la carrière de Fischer, et c'est ce qui a fait que il est si populaire. Parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de moins bonnes, mais c'est un personnage qui laissait pas indifférent, évidemment, quoi. Donc c'est clair. Ça, c'est un épisode parmi tant d'autres. Le côté très exigeant a fait quand même que le monde des échecs s'est amélioré aussi. Il a toujours lutté pour que les conditions soient parfaites. Je pense que c'est notamment sous son influence que les gens n'ont plus le droit de fumer devant l'échiquier. Pour les joueurs de très haut niveau, comme il avait de très hautes exigences financières, il a fait en sorte que les joueurs puissent devenir professionnels. Peut-être que parfois avant, certains ne pouvaient pas se permettre d'être professionnels et devaient avoir un job à côté. Donc il n'y avait pas que des mauvais côtés à ces exigences, mais force est de constater que parfois il poussait le bouchon un petit peu loin. Donc la partie que tu vas nous présenter, c'était la troisième partie de cet interzonal joué à Sousse.
face à un joueur mongol qui s'appelait Miag Marsouren. Et cette partie, elle est extrêmement célèbre parce que juste incroyable encore une fois. Oui, la façon dont il a mené l'attaque est juste incroyable et donc c'est tiré d'une attaque est-indienne, donc E4-6 D3 et qu'il aimait bien pratiquer de manière assidue d'ailleurs. Et tout joueur de cette ouverture connaît cette partie qui est juste incroyable. Et donc là, qu'est-ce que l'on peut dire? On voit que les blancs ont posté pas mal de pièces sur l'aile roi. On voit bien sûr la dame en H5 qui est aux avant-postes, le fou en G5, le fou en H3, le cavalier D2 qui est prêt à rallier l'aile roi, le pion E5, la tour bien sûr qui peut aussi coulisser via la 4e rangée éventuellement, et le pion E5 qui procure un avantage, qui coupe un peu l'échiquier en deux en fait, et qui procure un avantage d'espace aux blancs sur cette aile, et donc qui va permettre donc aux blancs d'attaquer. De l'autre côté, les noirs ont, eux, gagné certainement la bataille sur l'aile dame, puisqu'ils ont, eux, pour le coup, pris énormément d'espace avec les pions D4 et A4. On voit le fou A6, les deux cavaliers en A5 et C3 qui sont bien positionnés. Les tours... la tour C8 qui est derrière le pion C, qui peut-être pourrait s'avancer un jour en C4 pour encore plus accentuer l'avantage d'espace, le fou A6 qui pourrait éventuellement rallier la grande diagonale pour peut-être trouver du contre-jeu avec dame D5 notamment. La tour A8 qui pourrait aussi coulisser sur la colonne voisine pour entrer dans le camp blanc. Donc on comprend bien que là, chacun a brûlé ses vaisseaux. Les blancs ont jeté leur dévolu sur l'aile roi et les dames ont fait les noirs ont fait le pari de jouer sur l'aile dame et de ne pas être mat. Malheureusement pour Miag Marsouren, Fischer avait vu un peu plus loin et avait anticipé un peu mieux les choses, et donc il a commencé l'attaque, il a lancé le début de l'offensive par fou F6. Donc un sacrifice assez classique dans ce type de situation. L'idée, c'est bien sûr de viser le pion G7. Et en cas d'acceptation du sacrifice, donc sur pion prend F6, les blancs prendraient avec le pion, menacent donc dame H6, dame G7. Donc là, roi H8 pour éventuellement couvrir la case G8 par la tour. Et là, on ferait cavalier F3. Tranquillement, une attaque positionnelle où on emmène les pièces. Le cavalier peut débouler soit sur la case E5, soit sur la case G5. Avec, sur G5, il attaquera F7, mais aussi H7. Sur E5, il attaquera la dame et F7. Que faire ici? Par exemple, cavalier D5 pour ramener une pièce en défense et attaquer le pion F6 qui est si précieux pour les blancs. Et là, on joue cavalier E5, on attaque la dame et on attaque F7. Donc là, seul coup, cavalier prend F6. Dame H6, qui continue l'attaque sur la dame D7 et en même temps attaque le cavalier en F6. Cavalier G8 pour harceler la dame. Dame F4. Donc la dame D7 reste attaquée et bien sûr le pion F7 également. Dame E7. Cavalier prend F7. Roi G7. Fou prend E6. Donc là... ouais, tout s'écroule. Tout s'écroule et c'est la fin des haricots. Okay. On voit des dames G4 arriver et c'est fini. Donc là, ne serait-ce qu'intuitivement, on se dit que se séparer de ce pion G7, qui est quand même finalement le dernier pion pour couvrir le roi, ou quasiment, ce serait un petit peu trop posé. Et le joueur avec les noirs a décidé de jouer dame E8, donc avec la simple idée de pouvoir renforcer, grâce à la dame, en accédant à la case F8, pouvoir renforcer les cases noires. Bon. C'est probablement la bonne façon de défendre parce que c'est très économe, très peu affaiblissant et on dit à l'adversaire ok, tu as créé une menace, je l'ai paré, mais il va falloir que tu renforces ton attaque. Donc comment Fischer va-t-il s'y prendre pour renforcer cette attaque justement? Il va jouer cavalier E4, donc le cavalier était éloigné, donc évidemment il le ramène. Bien sûr, en cas d'échange sur E4,
c'est la tour qui se joindrait à l'attaque avec donc tour prend E4, elle pourrait coulisser sur la case G4 notamment. Donc ça ferait que renforcer l'attaque blanche. Donc ici, notre ami Miagmar Suren a joué G6. Oui, j'ai pas dit, mais bien sûr, cavalier E4, ça donne ses fourchettes aussi, bien sûr, en D6. Donc là, il a joué G6. Avec l'idée, bon, bien sûr, il a conscience que ça affaiblit les cases noires, mais il s'est dit, ok, j'ai la dame en E8 qui peut aller sur F8 et colmater les trous, et ça va. Si les blancs jouent dame H6, je joue dame F8, tout va bien. Bon, évidemment, Fischer ne va pas jouer dame H6, mais il va jouer dame G5. Et là, donc, la menace sur D6 reste intacte. Donc là, il a éliminé le cavalier, il a joué cavalier prend E4, tour prend E4, ça c'est pas un scoop. Et là, C4. Donc là, les noirs vraiment sont dans l'optique, je crains rien sur l'aile roi, madame va défendre tranquillement les cases noires et je vais gagner la partie sur l'aile dame. Alors, ce qui aurait pu être vrai, hein. C'est pas si idiot comme réflexion, et probablement que face à un autre joueur que Fischer, ça aurait pu amplement suffire à gagner la partie. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que les noirs arrivent à retourner le résultat dans ce genre d'ouverture. Sauf qu'ici, il y a vraiment de l'attaque pour les blancs. Alors comment le prouver qu'il y a de l'attaque ? Alors, il faut ouvrir les lignes. Donc, pour justifier le placement de la tour en E4, la tour est efficace sur les colonnes ouvertes. Donc, il faut ouvrir une colonne. Et la colonne qui peut facilement s'ouvrir, c'est la colonne H, par H5. Donc, comme ça, la tour va pouvoir coulisser sur la colonne H, sur H4. Les noirs, fidèles à leur stratégie, font pion prend D3. De toute façon, il y avait déjà pas mieux à faire. Et là, on pourrait se dire, ok, c'est malin de la part des noirs, parce qu'après pion prend D3, fou prend D3, le fou attaque la tour et en plus devient un défenseur du roc. Et donc, les noirs ont gagné la bataille sur l'aile dame, renforcent le roi et ont toutes les chances de s'imposer. Sauf que Fischer ne l'entend pas de cette oreille et joue le coup de tour H4. Donc, on voit vraiment qu'il a complètement abandonné les rangées A, B, C, D. Et il se concentre plutôt sur la colonne H, et donc tour H4. Bon, alors moi qui suis très gourmand, ici j'aurais probablement choisi de prendre en C2 en me disant mon aile roi va tenir, je prends en C2, je vais faire une promotion et Fischer c'est dans la poche. Visiblement j'aurais eu tort. La gourmandise, tu sais ce qu'on en dit, mon cher Laurent. Et donc effectivement tu aurais eu tort puisqu'il y aurait H prend G6. Donc on ne peut pas prendre du pion H à cause du mat, ok. Mais alors si on prend du pion F ? Si on prend du pion F, là un sacrifice assez thématique, tour prend H7. Donc roi prend H7 plus ou moins obligatoire. Et maintenant dame H4. Par le sacrifice, on a ouvert la colonne H. Et après dame H8, roi F7, dame G7, c'est mat. Ok, donc on a une nouvelle fois vérifié que la gourmandise était un vilain défaut. Et Miagmar Suren, qui était probablement plus svelte que moi, a décidé de ne pas prendre le pion C2 et de jouer tour A7, dont on comprend bien l'idée. C'est, suite à l'échange sur G6, de pouvoir reprendre le pion F et, grâce à la tour A7, défendre H7, qui est la case clé avec le sacrifice que tu viens de montrer. Et là, à nouveau, on se dit, bravo Miagmar Suren, tu as trouvé une super défense, hyper économique, et tu es en train de gagner à l'aile dame. Magnifique partie. Eh oui, mais Fischer a trouvé un coup juste fantastique. Il a joué le coup fou G2. Alors on ne comprend pas vraiment au premier abord qu'est-ce que le fou vient faire sur G2. Et l'explication et la raison va intervenir dans 2-3 coups. Donc là, Miagmar Suren joue D prend C2, qui semble normal. Alors, en tout cas, de toute façon... Enfin, ok, on pourrait imaginer d'autres défenses, mais... notamment fou B7. Quand on connaît la suite de la partie, on comprend que le fou G2 va jouer un rôle primordial. On peut se dire, préventivement, ok, est-ce que c'était possible de venir contester ce fameux fou ? Mais le problème de fou B7, c'est que du coup, ça interfère l'action de la tour A7, et maintenant on retombe dans le même schéma de maître que l'on a vu tout à l'heure, avec pion prend G6 et tour prend H7 et dame H4 et mat sur G7. Et c'est la même, exactement. Autre défense que l'on peut montrer par anticipation, est-ce que dame F8, pour prévenir le coup dame H6, serait possible ? Alors,
Effectivement, les noirs se barricadent sur les cases noires, donc on peut essayer de forcer la décision sur les cases blanches. Et c'est là qu'on voit le premier intérêt de fou G2, c'est qu'on peut jouer fou E4 avec l'idée de frapper sur G6, et après D prend C2, il n'y a pas mieux de toute façon, pion prend G6, F prend G6, et là fou prend G6. Et après H prend G6, il y aurait tour H8, évidemment, qui ramasse la dame et la partie avec. Très impressionnant. Donc on comprend Mjagmar Souren qui s'est dit, bon je me défendrai un petit peu plus tard au niveau de l'aile roi, je vais attendre que les menaces soient concrètes, et je joue D prend C2, chaque fois que l'occasion m'en est donnée, j'essaie d'avancer au niveau de l'aile dame, et là il est plus qu'avancé, puisque très prochainement une promotion va survenir. Donc quelle était finalement l'idée profonde de ce coup fou G2 ? Alors, il a joué Dame H6, notre ami Fischer, donc menace mat. Sa force, Dame F8. Et là, un tableau de maths assez esthétique, vraiment très très joli. Il joue Dame prend H7. Donc, Roi prend H7 obligatoire. Pion prend G6, double échec. Donc, sur Roi G8, bien sûr, tour H8 mat. Et sur Roi prend G6, on a l'explication de fou G2, puisque maintenant on peut jouer fou E4 mat. Et c'est la partie. Et comme à chaque fois, avec les grandes parties d'échecs, on a beau les avoir vues des centaines et des centaines de fois, les avoir présentées pour Romu et moi au moins des dizaines de fois en partie, c'est toujours à chaque fois aussi incroyable et surprenant, quoi. Quelle attaque terrible. Fantastique. Bon, c'est grâce à cette partie que tout le monde connaît le nom de Mjagmar Souren. Sinon, je pense pas qu'on soit capable à le prononcer, ouais, surtout. Ouais. Voilà, je pense pas que beaucoup de joueurs aient déjà vu d'autres parties que celle-ci. Alors évidemment, s'il jouait l'interzonal, ce n'était probablement pas le petit joueur de café du coin. Hein. C'était probablement un très bon joueur. Mais voilà, force est de constater que son nom est resté très célèbre dans le monde des échecs à cause de cette défaite. Donc, encore une fois, Fischer a été expéditif, très précis dans son calcul. Il a pas cédé, il s'est pas laissé impressionner finalement par la bonne défense de Mjagmar Souren. Encore une fois, à part Fischer, pas beaucoup de personnes auraient été capables de renverser cette défense de son adversaire. Et il ne s'est pas laissé impressionner, il n'a pas eu peur des fantômes. Et encore une fois, une magnifique partie d'attaque. Alors, on en arrive à la dernière partie de cette vidéo, dans laquelle on va montrer la partie dans son entièreté, parce que dès l'ouverture, on va être intéressé par ce qu'a fait Fischer. Avant cela, tu peux nous préciser, je pense que 1969, l'année où cette partie est jouée, c'est une année particulière pour Fischer. Oui, parce qu'en fait, la partie qu'on va vous présenter, c'est la seule partie que Fischer a jouée pendant l'année 69. Officiellement. Officiellement, oui. C'est une partie qu'il a jouée dans un championnat de New York par équipe. Il jouait pour l'équipe de Manhattan. Et donc, c'est la seule partie qu'il a jouée contre Saidi, qui est quand même un fort joueur américain de l'époque. Et il avait fait une sorte de pause, entre guillemets, en tout cas au niveau international. Il n'est pas sorti du pays. Mais la partie est quand même assez intéressante, et même s'il n'a joué qu'une seule partie, elle valait quand même le détour, et c'est pour ça qu'on a voulu vous la présenter avec Laurent. Donc, partie anglaise, C4, 5, cavalier C3, cavalier C6, G3, et ici Fischer décide de jouer avec les couleurs inversées, ce qu'on appelle l'attaque Grand Prix, qui se joue généralement sur la sicilienne, qui n'est rien d'autre qu'une anglaise avec les couleurs inversées, F5, fou G2, cavalier F6, E3, et fou C5. Donc, assez révolutionnaire pour l'époque, Fischer est en train de jouer une ligne extrêmement agressive, comme on va le constater très rapidement. Son adversaire a choisi D3, qui n'est probablement pas le coup le plus précis, le plus percutant. Il faudrait sans doute préférer cavalier GE2, notamment pour pouvoir attaquer le centre avec D4 sans être passé par D3. Pourquoi faire une escale si on peut faire le voyage directement? Donc D3 n'est probablement pas le plus précis dans cet ordre de coups. Et ici, Fischer, probablement énervé de ne pas avoir joué depuis un petit moment, décide de jouer le coup F4. Donc Romu, c'est tout à fait typique de cette variante Grand Prix.
Et c'est assez surprenant quand même de voir Fischer jouer de cette façon-là. Peut-être que c'était un premier pas vers ce qui va se passer dans les années 71 et 72, c'est-à-dire qu'il va commencer à varier un petit peu ses ouvertures. Hein. Oui, peut-être qu'il avait conscience que même à cette époque-là, que peut-être jouer tout le temps la même chose, ou en tout cas, ça le rendait un peu prévisible, et peut-être qu'il a voulu se diversifier et jouer d'autres types de positions, et de le rendre donc moins prévisible, et de rendre la préparation contre lui plus difficile. Mmh. Donc là, il joue F4, qui est un coup assez typique dans l'attaque Grand Prix. Les Noirs sacrifient un pion pour ouvrir notamment le fou, la diagonale. Alors, si les Blancs prennent avec le pion E, bien sûr, le fou C5, mais aussi l'idée d'avancer le pion F5 en F4, l'idée étant d'attaquer via les cases blanches, et notamment le fou C8, qui est ouvert. On pourrait imaginer un transfert de la dame noire sur H5 avec dame E8, dame H5, et ensuite des fous H3 qui arrivent, et cavalier G4, etc., et une attaque directe contre le roi. Bon, c'était probablement quand même un petit peu prématuré ce F4, mais c'est tout à fait dans l'esprit de ce genre de position. Donc voyons comment Saïdi a réagi. Il a décidé d'accepter le pion. Ici, ce qu'on jouerait probablement aujourd'hui, c'est le coup D6, parce qu'on sait désormais qu'il est très important de conserver coûte que coûte un pion sur E5 pour stabiliser le centre. Fischer ne savait probablement pas ceci à l'époque, donc il a préféré jouer petit roc, et son adversaire aurait dû prendre sur E5 d'ailleurs, mais bon, je pense que quand on affrontait Fischer, ramasser tous les pions qu'il nous offrait les yeux fermés avec le roi au centre, c'était pas forcément la décision la plus simple à prendre. Donc tranquillement assis dans notre fauteuil, dans notre bureau, avec un ordinateur qui nous le confirme, on peut dire que F prend E5 était le meilleur coup, mais on comprend bien qu'en pratique, ce n'était pas si facile à décider. Donc Saïdi a préféré se développer et essayer de mettre son roi à l'abri. Fischer a continué avec le plan dont tu nous as parlé, dame E8 pour investir les cases blanches, petit roc et D6. Et effectivement, dans l'attaque Grand Prix, il y a une méthode pas très populaire, on va dire, dame H5, fou H4, fou H3, pardon, un cavalier en G4, et de très très nombreuses parties se terminent dans un bain de sang parce que le roi blanc est très difficile à soutenir et à défendre. Donc on voit bien que Fischer était d'humeur particulièrement agressive pour cette partie. Son adversaire a sans doute compris tout ça, et il commence à employer la technique de défense que l'on conseille souvent, c'est-à-dire lorsque le roi se fait attaquer, il faut essayer de multiplier les échanges pour alléger la pression finale. Ouais. Et là, donc Fischer joue un coup vraiment très... encore une fois, il pointe du doigt à chaque fois le défaut de l'adversaire. Il est assez efficace dans ce domaine, et il joue fou D4. Donc pourquoi je dis ça? Parce que évidemment le fou est très très fort sur cette diagonale, donc il doit être quasiment obligé de le prendre, par cavalier prend D4. Et là, la pointe du jeu noir, c'est E prend D4, qui a pour but de laisser le cavalier A4 au bord de l'échiquier, puisque la case C3 est désormais contrôlée. Et donc le cavalier a l'air bien malheureux et bien loin des opérations. Donc là, Saïdi décide de jouer H3. Certainement pour contrôler un peu mieux la case G4, et pourquoi pas éventuellement lui-même jouer G4. Et là, encore une fois, dans l'esprit de vraiment ne rien laisser et de jouer sur tout l'échiquier, vraiment c'est typique de Fischer d'empêcher l'adversaire de respirer, il joue H5. Bon, et là, on sent un changement de stratégie quand même. On était parti sur une attaque franche et brutale au niveau du roi, mais avec l'échange de ce fou de case noire, la transformation de la structure au centre et le fait que le cavalier soit hors jeu sur A4, Fischer va tout simplement arrêter son attaque à l'aile roi pour se concentrer sur l'essentiel, et notamment une nouvelle faiblesse qui apparaît sur la case D3. Exactement. Donc là, Saïdi a joué A3 avec l'idée de faire B4 et d'essayer un peu de se décoincer sur l'aile dame. Il a joué A5, donc toujours pareil, on empêche l'idée de l'adversaire. B3,
Et là, ce que tu disais commence à apparaître avec le coup Dame G6. Il commence à pointer du doigt la faiblesse du pion D3. On voit que fou F5 arrive et ce pion D3 peut causer des soucis au blanc. Cavalier B2 donc, cherche à remobiliser ce pauvre cavalier. Fou F5 bien évidemment. Dame C2. Et ici le coup cavalier D7. Donc bon, c'est un jeu de manœuvre où évidemment Fischer excelle. L'idée, c'est de poursuivre l'attaque sur le pion D3 et on remobilise le cavalier F6 via D7 pour aller sur la case C5 et taper donc sur cette faiblesse. Il faut souligner aussi que sur C5, le cavalier attaquera aussi le pion B3. On va le voir. On voit son importance un peu plus tard. Ça va être aussi une faiblesse, et bien que les noirs aient un pion de moins, ils dominent totalement le jeu, avec notamment ce pion D4 qui coupe un petit peu l'échiquier en deux, le fou C1 qui est gêné par son propre pion F4, et le cavalier B2 qui a le mérite de défendre D3, mais c'est vraiment son seul mérite. Donc Fischer a bien senti l'aspect stratégique. L'attaque doit s'arrêter parce qu'il y a de nouveaux éléments qui sont devenus prépondérants, et on se met à jouer beaucoup plus calmement que ce qui était prévu après les quelques premiers coups, on va dire. Donc Saïdi essaye quand même de s'activer un petit peu, tour 1, cavalier C5, fou F1 parce qu'il faut bien défendre ce pion, et à nouveau, Fischer va trouver comment améliorer au maximum ses pièces. On sent bien que le fou F5, la dame G6, le cavalier C5 sont très heureux de leur poste, mais ce sont peut-être les tours qui ne sont pas idéalement placés. Donc quel est le chemin qu'il a pu trouver pour au moins l'une de ces tours ? Disons, il cherche toujours la faiblesse sur laquelle taper dans le camp adverse. On a parlé du pion D3, mais là, les blancs se sont bien barricadés avec le cavalier en B2, le fou en F1 et la dame en C2. Et il n'y a pas de moyen de renforcer l'attaque sur le pion D3. Donc, l'élu, la nouvelle cible désignée par Fischer, c'est le pion B3. Et donc, pour l'attaquer, il a utilisé la tour A8 par un moyen assez original. Il a joué tour A6. Pour faire coulisser la tour sur B6 et attaquer le pion B3. Donc c'est assez imaginatif et ça montre vraiment sa volonté de toujours poser des problèmes constamment à l'adversaire. Il choisit le pion D3, l'adversaire se défend contre D3, alors il choisit B3. Et à chaque fois, il est capable de changer son fusil d'épaule et d'embarrasser l'adversaire. C'est assez insupportable quand on joue contre un adversaire comme ça. Et Saïdi a joué fou D2 ici, tour B6 bien évidemment, et Saïdi s'est dit ok, je suis en train de me faire étouffer, et donc c'est souvent le cas d'ailleurs quand on est dans une situation un peu similaire, on est à l'affût de la moindre opportunité tactique qui nous permettrait d'éventuellement changer un peu le caractère de la position, et c'est ce qu'a voulu faire Saïdi avec le coup fou prend A5. Donc l'idée, c'est bien sûr cavalier prend A5, on fait B4, et ça change un peu la photo, et là peut-être que les blancs ça échange une pièce aussi, donc comme on manque d'espace, c'est quand même toujours agréable de pouvoir faire en sorte de nettoyer un petit peu l'échiquier, mais bien entendu Fischer ne l'entend pas de cette oreille, il essaie toujours d'imposer sa volonté. D'ailleurs je crois que il me semble que c'est Spassky qui avait dit ça, quand on lui demandait ce qu'il avait vécu en jouant face à Fischer, il avait expliqué que c'était vraiment très difficile d'aller à l'encontre de la volonté de Fischer, et d'ailleurs il expliquait que si Fischer voulait que vous preniez un café avec lui, vous étiez obligé de commander un café et non pas un thé. Voilà, c'était à moitié une blague pour expliquer à quel point l'autre était têtu ou empli de volonté, on peut appeler ça comme on veut, que l'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais toujours est-il que Fischer c'était quelqu'un qui absolument voulait aller dans la direction qu'il souhaitait, il n'allait jamais se laisser guider d'une certaine façon, aussi bien sur le jeu que dans la vie. Donc ici, son adversaire souhaite échanger, il lui dit non merci, c'est moi qui décide, et il prend sur B3. Le fou bat en retraite en D2, et on se dit c'est déjà un pion qui a disparu, c'est déjà pas si mal, c'est déjà un pion qui s'est échangé, mais malheureusement c'est un pion qui, par sa disparition, donne de nouvelles opportunités à Fischer, puisqu'il amène sa tour sur A8,
et une nouvelle cible est apparue. C'est véritablement l'enfer avec les blancs. Quasiment à chaque coup, un nouveau pion se fait prendre à partie, et le pion A3 va être cette fois-ci la nouvelle cible. A4 et tour A6. Donc la deuxième tour emprunte le même chemin, c'est ça? Et on vient déstabiliser le cavalier. C'est ça, donc les blancs ont joué A5, donc dans l'optique d'empêcher justement tour B6. Roi H7, donc petit coup de consolidation, on va dire. Tour ED1. Bon. On va pas s'amuser à trouver des défenses pour les blancs. Hein. Si Saïdi n'a pas réussi. C'est vraiment pas rigolo en plus. Donc, et ici, Fischer joue B6. Donc, un coup assez. Vraiment très très fort, encore une fois. Fou 1. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il avait pris, on avait probablement tout simplement tour A prend B6 et le cavalier B2 se fait prendre à partie. Et le pauvre a du mal à s'en aller déjà parce qu'il n'a pas beaucoup de cases, mais en plus il doit tenir D3, ça fait beaucoup pour un seul petit cavalier. Problème, en ne prenant pas sur B6, si on joue fou E1, on permet au noir de prendre du pion sur A5 et d'avoir un nouvel atout qui apparaît sous la forme d'un pion passé. Ce qui est incroyable, c'est que dans cette partie, on a l'impression que de la colonne H à la colonne A, tout est sous contrôle des noirs, quoi. Le pauvre avec les blancs... Bon, si ces pièces reculent encore, elles vont tomber de l'échiquier, il se fait vraiment marcher dessus absolument partout, quoi. C'est dingue, hein, parce que c'était vraiment un bon joueur, Saïdi. Hein. Ouais, mais là, on a l'impression qu'on voit que du noir sur l'échiquier. Et la pièce la plus avancée des blancs est sur la deuxième rangée. Effectivement, c'est assez incroyable au bout de 25 coups d'arriver à une position comme ça avec les blancs. Ça fait vraiment littéralement foncer. Ouais. Et donc, cavalier A4, il essaye de bloquer un peu la position tout en proposant un échange. Et là, comme souvent, lorsqu'il y a une domination stratégique aussi importante, la punition est souvent tactique. Et donc là, tour prend D3. C'est le petit sacrifice qu'on sentait arriver de toute façon, mais qui va faire sauter les derniers remparts des blancs. Et donc après, fou prend D3. Fou prend D3, dame A2, cavalier B4. Donc là, toutes les pièces noires se déchaînent, c'est littéralement l'enfer. Bien sûr, on ne peut pas prendre en B4 parce qu'on se créerait un nouveau problème, à savoir le cavalier A4 qui se retrouve cloué. Donc là, pas bien. Donc il joue dame A3. Et maintenant, cavalier C2. Voilà, une petite fourchette pour couronner le tout. Dame B2. Voilà, c'est terrible. Cavalier prend tour prend, cavalier prend A4, tour prend A4, et maintenant dame E4. Parce que pour en rajouter une couche, maintenant c'est les cases blanches. On attaque bien sûr le fou 1. Le roi blanc est extrêmement faible. On voit bien les fous de couleur opposée, donc qui vont favoriser l'attaque, et le pauvre roi blanc qui va se retrouver esselé avec la tour A4 qui est un peu éloignée aussi. Oui, là on pense notamment, bien sûr on attaque le fou, mais on pense à dame E4, dame F3 suivi de fou E4, avec une attaque sur les cases blanches très thématique évidemment quand on a les fous de couleur opposée. Saïdi a décidé de ramasser un pion, bon, ça ou autre chose, pourquoi pas, mais comme souvent, lorsque rien ne va, ça se confirme jusqu'au bout, y compris avec la tactique, et donc tour prend A5, c'est une nouvelle faute tactique, mais on a bien compris qu'il n'y avait plus rien pour se sauver. Après tour prend A5 et dame E1 échec. Les noirs vont récupérer la tour avec intérêt, ils ont un fou d'avance et la partie est terminée. Une leçon de stratégie là, hein, Romy. Oui, alors que ça partait sur une ouverture relativement sauvage, avec sacrifice de pion prématuré F4, on s'attendait à une attaque sur l'aile roi, et en fait, les blancs se sont fait écraser sur l'aile dame, donc, mais vraiment de manière purement stratégique, où chaque faiblesse blanche a été pointée du doigt, à coup de manœuvre bien avisée, dame G6, fou F5, cavalier D7, cavalier C5, tour A6, tour B6. Bon, c'est juste un récital, et c'était la seule partie de 69, mais elle en valait la peine, et le pauvre Saïdi a payé pour les autres. et grâce à lui, on a pu vous présenter cette jolie partie. Ouais. Donc en résumé, cette décennie des années 60, c'est la décennie pendant laquelle Fischer
fait vivre au monde des échecs ses premiers scandales, il quitte des tournois, il est très exigeant, il montre une certaine fragilité psychologique, on va dire ça comme ça, mais c'est aussi la décennie pendant laquelle son jeu s'affirme de plus en plus, et on sent à quel point il est maître de son sujet. Alors là, peut-être que les noms des adversaires ne sont pas aussi ronflants que ceux qu'on va évoquer dans les dernières vidéos de cette série, mais on voit que ce sont des boucheries à chaque fois, quoi, hein, pardonnez-moi pour l'expression, mais voilà, dès qu'il jouait face à un adversaire peut-être un petit peu plus léger que les meilleurs mondiaux, c'était quelqu'un qui était absolument sans pitié pour les adversaires, et la moindre faiblesse était exploitée. On sent bon, évidemment, j'ai pas eu la chance de connaître Fischer, mais on sent quand même une certaine énergie qui rappelle celle de Kasparov, qui, là pour le coup, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ce sont des personnes dont on sent qu'ils sont tellement convaincus de leur puissance lorsqu'ils sont devant un échiquier qu'ils débordent d'énergie, et ils souhaitent prouver à quel point ils sont les meilleurs. Donc mon sentiment, c'est que de ces parties déborde cette impression d'énergie et de volonté que rien ne pourra arrêter, et c'est particulièrement impressionnant au-delà du style et de la pureté de son jeu, on va dire. Ouais, c'est ce que Spassky, qui le connaissait bien, puisque déjà il a affronté pour le titre, mais en plus ils étaient amis dans la vie. Et Spassky a dit, lorsque vous rencontrez Fischer, la question n'est pas de savoir si vous allez gagner ou si vous allez perdre, mais seulement si vous allez survivre. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on fait face à une tornade, et il faut prier très fort pour que la tornade ne nous emporte pas, et malheureusement, souvent, c'était le cas, quoi. Mais une tornade pleine de justesse, c'est-à-dire que si la position réclamait d'être tactique, évidemment, il ne refusait pas le combat tactique, mais s'il fallait être particulièrement précis, technique, il était aussi tout à fait capable de l'être. Donc c'est une tornade pleine de justesse. Je ne sais pas si c'est possible de l'être, mais en tout cas, c'est vraiment l'impression que ces parties-là de Fischer démontrent. Ouais, il voulait gagner par tous les moyens, si c'est passé par l'attaque ou par la technique en finale, mais sa volonté de gagner, voilà, il dépassait tout. C'est pour ça que j'utilisais le mot tornade. C'est dans le sens, voilà, je veux gagner, peu importe l'adversaire, peu importe la couleur, peu importe la situation. Il est obsédé par la victoire, et il n'y a que ça qui l'intéressait. Donc c'est incroyable, juste vraiment un joueur incroyable. Merci Romu pour ces quelques mots qui définissent bien Fischer. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire par vos commentaires, vos likes, vos partages éventuels. Vous avez compris que bientôt on va pouvoir évoquer la période pendant laquelle Fischer s'est approché du titre de champion du monde et va finir par l'obtenir. Donc on espère que vous serez nombreux à venir regarder ça avec nous. On vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. À bientôt, au revoir.